Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à ce canal. Alors, au plan social, le gouvernement a suspendu tout déguerpissement dans le district d'Abidjan. Au point politique, le week-end n'a pas été du tout de tout repos. Charles Blé Goudé a commencé à célébrer l'an 2 de son retour en Côte d'Ivoire, c'était donc à Gagnoa. Ensuite, Assalé Timboko, l'honorable député maire, lui du côté de Yamoussoukro, lançait officiellement son nouveau parti politique dénommé aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire, entendez désormais ADCI. Et pas très loin de là, voilà, pas très loin de là, non, un peu loin, on repart à Gagnoa. Le président du PPACI, Laurent Gbagbo, recevait, lui, à Mama, une délégation de la Ligue des jeunes de son parti. Et en fin d'émission, on s'intéressera au peuple gourou de Côte d'Ivoire. Restez avec nous. Le grand talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous. Le week-end a été, j'espère, chez vous, en tout cas de tout repos, que vous allez bien, que vous vous sentez bien, que la santé, en tout cas, est au rendez-vous dans vos familles. Je suis avec mes amis qui ont commencé à arriver. Les autres sont là, rassurez-vous. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, vous bonsoir. Allez bien? Oui, ça va. C'est bien le week-end? Dieu merci. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Ça va, c'était bien passé, je me suis bien reposé. Bon, ça se sent. Voilà. Très bien. Alors, on commence par vous, Daouda. Le gouvernement qui suspend donc tout déguerpissement, mais qui dit, attention, à une condition sine qua non, qu'il y ait véritablement danger, qu'il y ait eu un risque de cas imminent de danger avant de toucher au déguerpissement. Pourquoi une telle décision ? Déjà, il faut dire que vous vous rappelez que lorsque le gouvernement, il y a eu les déguerpissements dans de nombreux quartiers, on a parlé du Banco, on a parlé de GESCO et autres. Le président, lors d'un conseil des ministres, avait appelé à utiliser l'humanisme dans le déguerpissement de ces populations-là. Malheureusement, je pense que finalement, on a eu l'impression que le message n'a pas été bien entendu. Les déguerpissements ont continué et finalement, il a dû prendre le taureau par le cornes pour dire non, il faut mettre un stop à cela parce que pour pouvoir déloger des gens, il faut au moins regarder là où on doit les recaser, là où on doit les reloger avant de les dégager. Il ne faut pas oublier aussi le contexte sociopolitique de la situation. Quand on sait qu'on a, comment on appelle ça, à 1 an d'une élection, je ne pense pas que ce soit de bon augure de chasser les gens à cette période-là. Je me dis, l'un mis dans l'autre, sûrement, c'est ce qui en fait fait en sorte que le gouvernement met un stop en attendant de voir clair dans cette histoire pour pouvoir recaser ces personnes-là. Maintenant, le relogement des populations déguerpies dans le district d'Abidjan. Vous allez revenir justement. Prenons l'avis de Barry et puis on revient justement sur y a pas de problème. Ce qui se passe à Ndoko. Alors Barry, votre point de vue, cette décision, comment est-ce que vous l'appréciez, Barry? Bon, c'est une décision salutaire. Il n'est jamais trop tard pour revoir sa copie. Comme Daouda l'a rappelé tout à l'heure, au début, le président de la République avait souligné le caractère humain. Il fallait mettre en avant le caractère humain. Ça veut dire que les services compétents de l'État avaient déjà constaté qu'il y avait un problème quelque part. Donc, quand il y a un problème, je veux dire qu'une politique publique, avant la mise en œuvre de cette politique-là, il faut prendre en compte un certain nombre de critères. Surtout quand il s'agit d'une politique qui doit toucher des citoyens, c'est-à-dire une politique qui touche l'aménagement et le déguerpissement. Il faut déjà anticiper en identifiant les acteurs concernés par le projet, en identifiant des sites pour le recasement, et s'il y a dédommagement, en optant pour le dédommagement avant le déguerpissement. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de tollé, mais une fois vous y allez, vous déguerpissez les gens et après vous réfléchissez au plan pour les recaser, il y a problème parce que ce sont des citoyens, ce sont des familles, des élèves qui vont à l'école, donc il faut prendre tout ça en compte. Avant de parler recasement, Barry, revenons sur la décision de ne plus toucher, de ne plus déguerpir, à condition qu'on soit vraiment dans un cas de force majeure où la vie humaine est en danger. Réaction? Christelle, on est en fin d'année. Nous sommes bientôt en décembre. C'est les fêtes de fin d'année. Si on continue à déguerpir les gens, comment est-ce qu'un certain nombre de citoyens concernés par cette politique de déguerpissement, comment ils vont fêter? Il y a ce problème-là. L'autre problème, c'est qu'il y a, comme on l'a dit, un certain nombre de citoyens qui ont été déguerpis. Est-ce que tout le monde a été relocalisé? On ne sait pas. On ne sait pas combien de foyers ont été touchés. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas les chiffres. Donc, je ne vais pas m'aventurer sur la question. Mais tout compte fait,
tout est une question de méthode. Je pense que dans le cas du district, c'est la méthode qui est décriée, ce n'est pas l'initiative de déguerpissement. Comment vous déguerpissez les gens? Le gouvernement, à travers le président de la République, avait dit de mettre en avant le caractère humain. Très bien. Ce caractère humain-là, si on l'évoque, c'est qu'il y a problème quelque part. Très bien, Barry. On revient à vous, Daouda, justement. Parlant des relogements. Mes chers amis, bonsoir, Herman, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Élisée Volbeux, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci d'être là. Alors, Barry, Daouda, revenons. Après le déguerpissement, maintenant, il s'agit de recaser. Andokwa est pratiquement fin prêt pour accueillir toutes ces familles-là qui ont été donc déguerpies. Daouda, votre point de vue, et on ira dans le détail. Bien évidemment, je pense que c'est une très bonne chose parce que, comme je le disais tantôt, le relogement des déguerpis dans le district autonome d'Abidjan... Disponible en 2025, pardon. Oui, en 2025, c'est bientôt, c'est après-demain. Annoncé, tel qu'annoncé par le gouvernement, en fait, est une initiative qui mérite qu'on l'analyse sur plusieurs prises. Et la première analyse, ça peut être une analyse sociopolitique, une analyse économique et une analyse urbaine. Il ne faut pas oublier qu'Abidjan est en pleine urbanisation. C'est vrai qu'on est en train de construire, on veut se développer, mais le développement se fait aussi avec les humains. Donc même si on doit pouvoir casser, il y a des conditions qu'il faut pouvoir prendre en compte. Quand on regarde le contexte urbain et les enjeux sociaux, je pense que la décision en fait, de suspendre les déguerpissements et de proposer des solutions de logement montre en fait une prise de conscience de l'État. Et ça, en fait, ça démontre qu'en réalité, aujourd'hui, ils se sont rendus compte, comme Barry l'a dit, qu'il n'était jamais trop tard pour bien faire. Et cela démontre la volonté manifeste du président de la République de mettre l'humain au centre de ce qu'il fait. La deuxième chose qui est importante, c'est l'approche humanitaire et solidaire, en fait. Parce que le projet en lui-même d'Andokwa a une approche intégrée et incluante qui prend en compte des logements viabilisés et accessibles financièrement. La deuxième chose, des infrastructures culturelles et sportives. Et la troisième chose, c'est des dispositions pour l'insertion socio-économique. Des femmes également. Voilà, des femmes et des jeunes. Et cette approche va au-delà même de la simple relocalisation pour moi. Parce que, quelque part, en fait, l'État de Côte d'Ivoire, en fait, est en train de prendre une situation de crise et, en fait, pour pouvoir le reconvertir, en fait, de sorte à ce qu'on ne soit pas confronté aux mêmes problématiques qu'avant. On dégage les gens, on les envoie dans un nouveau coin, on les laisse. Mais cette fois-ci, avec ce triptyque qui a été mis en compte, logement viabilisé, comment on appelle ça, dispositif d'insertion socio-professionnelle et infrastructures socio-culturelles et sportives, ils vont faire en sorte que dans ces lieux-là, on est tout en même temps, de sorte qu'on ne soit pas encore dans une précarisation qui ne dit pas son nom. Oui, on espère que tout cela va marcher. Mais la dernière chose sur laquelle je termine, c'est que pour que ce projet puisse véritablement marcher, il faille qu'il y ait en fait un engagement fort des parties prenantes, notamment l'État et les personnes qui ont été relogées. Parce qu'il faut que chacun y mette la main à la pâte pour que cela puisse marcher. Très bien. Alors Herman, j'aimerais avoir votre point de vue. Comment est-ce que vous appréciez cette décision de ne plus déguerpir, à moins qu'on soit dans une situation assez complexe? Déjà, votre regard là-dessus, et ensuite on parlera donc du relogement qui va se faire du côté d'Andokwa. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on reste responsable. Lorsqu'on regarde, ce n'est pas la caution, ça fait plusieurs mois quand même que l'opération de déguerpissement, telle que lancée par le ministre-gouverneur Bakongo, a roulé tranquillement en roue libre, a essayé de dérouler en roue libre. Si on constate que des mois et des mois après, le gouvernement change de cap, ce n'est pas parce que le gouvernement peut-être avait vu au départ le côté inhumain ou humain de l'opération. C'est justement parce que, certainement, quand on voit les derniers événements, moi je pense que cette décision vient un peu de là. Les derniers événements qui ont eu lieu, par exemple, à l'abattoir de Port-Boué, où des autorités de ce pays, un préfet, un ministre de la République, du gouvernement, ont eu mal à partir avec des personnes identifiées qui sont du ressort du ministre-gouverneur, les gens ont certainement compris qu'il y avait
un peu trop de ce terme-là, peut-être je ne vais pas l'employer, trouver un autre terme, il y avait un peu plus de laisser aller dans cette opération. Vous pensez que c'est les événements derniers qui ont justifié cette décision? Qu'on me dise que c'est maintenant que le gouvernement constate il se réveille, qu'il voit qu'il doit avoir un côté humain à toutes ces opérations. C'est comme si le gouvernement ou même le président n'était pas informé. Mais ça, le président le disait toujours. Informé de... Oui, mais on ne peut pas me dire aussi aujourd'hui que le gouvernement n'était pas informé de la façon avec laquelle le ministre-gouverneur menait ces opérations. Le gouvernement ne peut pas être étranger à cela. Donc, on constate que à côté de cela, il y a beaucoup de zèle sur certains points. Donc, le gouvernement vient recadrer cela. Et je trouve que, parce que mine de rien, l'opération telle que ce qui a été faite au départ, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, qu'on estime que tout a été mauvais. On a vu des populations logées sur des flancs, des zones qui ne devaient pas être habitables, qui sont restées. Et on a vu lorsque la période de pluie est arrivée, on a constaté qu'on avait sauvé des vies. Il y a quand même certains pas qui n'étaient pas bien, il fallait recadrer. Et c'est bien que le gouvernement prenne conscience de cela et que désormais, ils ne veulent pas plus mettre la charrue avant les bœufs. Il faut qu'on se fait en sorte que... C'est pourquoi je salue déjà que la livraison des habitats, des habitations qui sont prévues pour ces personnes déguerpies là. Il faudrait penser à cela. Parce qu'aujourd'hui, on connaît plus ou moins les zones qui sont les zones à risque, les zones à déguerpir. Il faut faire une planification en fonction de cela. Merci beaucoup, Herman. Élisée, votre point de vue. Vous avez écouté vos différents amis. Comment est-ce que vous réagissez justement à cette information? Moi, je pense que cette décision tombe à point nommé. Cette décision est la bienvenue. Il faut avoir l'honnêteté, le courage de reconnaître que le processus de déguerpissement a connu beaucoup de failles. Il y avait tellement de failles dans ce processus-là que je ne sais même pas pourquoi on l'a laissé perdurer. Vous ne pouvez pas comprendre. Je trouve que ce n'est pas juste. Je trouve que c'est pas rationnel. Excusez-moi du terme. Qu'est-ce qui n'est pas rationnel? De casser. Et quand on finit de casser, c'est là qu'on demande à ceux qu'on a déguerpis de venir s'inscrire pour qu'on leur trouve un autre abri. Ce n'est pas rationnel. Il n'y a rien de rationnel dedans. Ce qui aurait été rationnel, on va vous déguerpir, inscrivez-vous, on vous trouve un site, on déguerpit, vous partez. C'est ça qui est juste et qui est rationnel. Donc, ce qui a été fait là, nous tous, on est unanimes à reconnaître que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Il y a eu trop de failles. Il y a eu tellement de failles dans ce qui a été fait. Aujourd'hui, on dit qu'on va loger des gens à Anokwakouté. Mais donc, on n'avait pas encore construit Anokwakouté, puis on a déguerpi les gens, on souhaitait qu'ils partent où? Ce qui est vrai aussi, c'est que quand on déguerpit des gens comme ça, chacun va où il peut, où il peut aller. Bien sûr. Voilà, donc certains même sont repartis dans leur village. Certains sont repartis à l'intérieur du pays. Vous pensez qu'ils vont payer du transport pour venir s'inscrire sur une liste parce qu'on doit les reloger à Anokwakouté? Mais justement, Élisée, on reste avec vous. Qui bénéficiera justement de ce logement à Anokwakouté? Non, forcément, comme je le dis, ceux qui ont été déguerpis, c'est ceux qui sont allés chez des parents à Abidjan, donc ils squattent avec des parents. Il y a eu plusieurs cas de déguerpissement, voilà, donc ils pourront exactement plus ou moins se faire inscrire après et puis être relogés. Ceux qui étaient prévus à Anokwakouté, c'est ceux qu'on avait déguerpis sur les flancs, sur les différents flancs et puis c'est bon de le préciser. Au niveau voilà, sur les différents flancs et puis au niveau de une partie de Boribana et puis une partie aussi de Gesco. Oui. Donc c'est ceux-là qui sont concernés par l'opération. Mais vous et moi, on est unanime qu'après 8 mois ou 9 mois que l'opération a été faite, mais qui sait où ces personnes se trouvent? D'autres sont repartis chez elles sont repartis dans d'autres villages, elles sont repartis dans d'autres villes et tout ça. Donc il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que... Et je pense que justement, le gouvernement, ayant fait lui-même sa rétrospection, s'est rendu compte que dans le processus, les choses ne se sont pas faites comme ça devait l'être. D'où la nécessité de stopper. Parce que plus on continue, plus on augmente le nombre de victimes et ça met l'État sous pression de trouver encore des logis pour plusieurs personnes. Donc on stoppe l'opération, on essaie de reprendre les choses là où on les a laissées, mais cette fois-ci en respectant la procédure. Et c'est ce qui est normal. Maintenant, sur la question de reloger les gars à Anokwakouté, je pense que pour moi, de telles opérations sont faites, c'est l'opportunité de valoriser les villes extérieures. C'est-à-dire les autres villes en dehors d'Abidjan. Pourquoi est-ce qu'on ne construirait pas une cité à Adzopé? Pourquoi est-ce qu'on ne construirait pas une cité vers Yamsoukro? Pourquoi on ne construirait pas une cité vers Akoupe? Ou bien dans des endroits un peu éloignés, où on pourrait aller relocaliser ces populations? Et leur donner également du travail. Mais bien sûr. Attends, je vais vous dire, c'est la vie urbaine là qui crée les activités. Tout à fait. En réalité,
Voilà, c'est la vie qui crée les activités. La preuve, celles qui ce matin s'élèvent et puis elles mettent leur bâche là. C'est parce qu'elles vivent là qu'elles ont mis la bâche. Si elles ne veulent pas là, elles n'allaient pas mettre une bâche pour commencer à vendre. Mais c'est parce qu'elles vivent là qu'elles mettent la bâche. Donc il faut qu'on pense à ça. Moi, pour moi, voici des occasions de décongestionner Abidjan, de donner fier à lui à Abidjan, de faire revivre Abidjan. Pensons à ramener ces populations-là à l'intérieur du pays où il y a encore de la terre, où il y a encore des ressources à exploiter pour que ces gens-là aillent aussi là-bas, pour qu'on décongestionne Abidjan et qu'on permette quand même à la vie de pouvoir être beaucoup plus agréable. Barry, avec vous, j'aimerais qu'on regarde un peu maintenant l'attitude. On parle de responsabilité, l'attitude des familles qui vont être relogées. Il y a une certaine époque en Côte d'Ivoire où des gens ont été installés sur un site et qui ont laissé le site, ils sont allés repartir, donc s'installer comme ils le pouvaient en mettant ces maisons-là en location. Là, c'est aux autorités d'assumer leurs responsabilités. Je pense que les personnes qui seront relocalisées sont identifiées, on sait qui c'est. Donc, il faut un suivi. Si ces personnes-là mettent les maisons en location, c'est qu'il y a un problème de suivi. Mais ce que je veux dire, au-delà de tout ça, c'est que pour moi, Élisée vient de le dire tout à l'heure, c'est comme s'il m'avait dévancé dans mon propos, c'est d'essayer de construire des villes smart. On peut le faire dans la zone sud, mais au-delà des villes smart, il faut développer un réseau ferroviaire. On a des autoroutes qui sont là, on a des routes, mais je pense que les infrastructures ferroviaires sont aujourd'hui indispensables pour une ville comme Abidjan et pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Je prends un exemple. Si on investit dans un TGV, les gens peuvent quitter un train à grande vitesse. Je peux quitter Yamoussoukro, venir travailler à Abidjan, le soir rentrer chez moi. Je peux quitter Tiasalé, je peux quitter Dabou, je peux quitter Grand Laou. Donc ça veut dire qu'il faut viser le long terme. Et si on vise le long terme, je pense que ça va nous éviter des déguerpissements où des Ivoiriens sont déguerpis, ils ne savent pas où aller. Élisée a évoqué tout à l'heure, il dit que des gens sont allés à l'intérieur. Mais probablement, il y a eu des décès. Il y a des pères de famille en temps, peut-être il y avait des malades, il y a des gens qui sont décédés. Un point complet, en fait, de tous ceux-là qui sont partis. Justement, maintenant, ceux qui sont décédés, on fait quoi de leur famille? Est-ce qu'ils sont concernés? Comment vont-ils rentrer en possession des lots qui leur sont attribués? Donc, il y a tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte. Mais moi, ce qui me tient à cœur, il faut développer des villes smart dans le sud, dans le centre. On sait tous ce que c'est qu'une ville smart. Pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas ce que c'est qu'une ville smart, définition, Barry? Non, en fait, quand je parle de villes smart, c'est des petites villes intelligentes avec des constructions en hauteur, par exemple. Si vous partez à l'intérieur, vous voyez aujourd'hui les villes s'étendent. Mais en réalité, il n'y a pas de construction en hauteur. Les gens construisent n'importe comment. Et ça a un impact, par exemple, sur le potentiel agricole du pays. Parce que les terres, on construit n'importe comment. Alors que avec les architectes, on peut imaginer des villes intelligentes avec des HLM un peu comme à la Riviera Golf ici, où on peut reloger plusieurs personnes. Bien, et ça n'a pas un impact sur le potentiel agricole du pays. Très bien. Dans tous les cas, le point sur lequel, enfin, ce que vous avez dit est important, c'est déjà qu'on fasse un point de tous ceux-là qui sont partis. Élisée le mentionnait, on ne sait pas. Et assurément que les services compétents feront un point. Ils sont où? Et les infrastructures ferroviaires, s'il vous plaît, ça me tient à cœur. Voilà, ils sont où? La santé, enfin, comment ça se passe pour que effectivement ces maisons-là soient équipées et utilisées. Merci. Daouda, oui? J'ai un petit point. Un demi-point. Un demi-point. Allez-y. Parce que Élisée parlait tout à l'heure d'aller relocaliser certaines personnes à l'intérieur du pays. J'aimerais juste dire que ça va nous créer un autre problème. Lequel? Parce que la plupart de ces personnes qui étaient dans les quartiers précaires, quand on regarde, que ce soit avant à Washington, que ce soit à Boribana et autres, c'est des gens qui travaillent au niveau d'Abidjan ici. Ils ont leur boulot quelque part, en fait. Donc, quelque part, en les recasant en fait, à l'intérieur du pays, en réalité, c'est un emploi qui peut être perdu, en fait, parce qu'il faut trouver un autre emploi au niveau de l'intérieur. La deuxième chose sur laquelle je voulais juste terminer, je vais vous donner la parole, ne vous pressez pas. C'est moi qui la donne. La deuxième, oui, je sais, mais bon, voilà. Il était important de préciser parce qu'ils me mettent un peu la pression. Allez-y, allez-y. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais penser, c'est d'attirer l'attention du pouvoir public sur deux choses. C'est la décentralisation et le transfert véritable de la capitale. Parce que je pense que si la capitale politique de la Côte d'Ivoire, ou la capitale économique même, la présidence même, se déporte pour aller vers Yamoussoukro, forcément ça va créer une économie autour de ces villes-là. Très bien. Apparemment, votre challenge, vous avez un challenge sonore. Mais en tout cas, votre point a été entendu. Le point d'Élisée, c'était que si on déplace, évidemment, c'est une solution intégrée
qu'il faut là, on a pour toutes c'est ces une solution personnes. urgente. Voilà, on est d'accord. Hein, Les gens veulent dormir. c'est pas grave, on est d'accord et ça va. On va avancer sur un autre sujet en regardant un peu ce qui va se passer jusqu'en 2025 sur Andokwa 1. Alors, repartons dans le week-end dernier, messieurs, avec votre permission, et chers amis téléspectateurs. Ça a été un week-end très, très mouvementé côté politique. Hein. Yamoussoukro, Gagnoa, Mama, activité politique. On commence par le nouveau parti. Aujourd'hui, demain, la Côte d'Ivoire, parti de Assalé Tiemoko, il a lancé officiellement voilà, son parti, son mouvement politique. Et puis, tout de jaune vêtu, donc ses militants étaient dans cette salle-là, la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Et messieurs, j'aimerais avoir votre point de vue. Est-on surpris, Élisée Boloubeu, qu'on arrive justement à ce mouvement politique, aujourd'hui, demain, la Côte d'Ivoire? Non, je pense que le député maire Assalé l'avait annoncé depuis quelques mois en arrière qu'il lancerait un mouvement politique. C'est vrai qu'il était très précis pour dire que ce n'est pas un parti, c'est un mouvement politique parce qu'il faut aussi faire la différence. Et c'était prévu que depuis des mois que ce mouvement-là serait lancé. Il y a eu, je me rappelle, quelques 4 à 5 mois en arrière où il y avait eu une rencontre, je veux dire, de la tête pensante de ce mouvement-là à Yamoussoukro au cours d'un atelier. On avait même vu les images sur Facebook. Donc, c'est l'ordre normal des choses. Après que cette tête pensante-là ait défini la feuille de route du mouvement, il était important maintenant de permettre aux sympathisants, aux militants de ce mouvement politique-là de pouvoir se retrouver. Et c'était ce week-end-là, ils se sont retrouvés à Yamoussoukro. Je note, hein, pour ma part, que peut-être que certains vont vouloir minimiser, mais je note en tout cas au travers de cette mobilisation et au travers des échos qu'on a eus et surtout les réactions sur la toile. Pourquoi vous parlez de minimiser justement, Isée? Non, c'est-à-dire qu'ils vont se dire certainement, bon, c'est l'honorable Assalé Tiemoko, c'est pas un parti politique comme le RHDP, comme le PPACI ou bien comme le PDCI qui va mobiliser des milliers de personnes, mais on a vu qu'il a mobilisé des milliers de personnes. Ça veut dire que le discours que tient le député Assalé Tiemoko intéresse beaucoup d'Ivoiriens. Ça veut dire que ça commence à devenir réceptif à l'oreille de beaucoup d'Ivoiriens, ce qu'il dit. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Et moi, je suis pour une telle initiative. Parce qu'il faut aussi qu'à un moment donné, au-delà des partis, je vais dire des partis qu'on connaît, des partis traditionnels, on comprenne aujourd'hui, et c'est un signal qu'on donne aux partis politiques pour leur dire que ne pensez pas que votre discours-là, c'est tellement formaté dans du marbre que ça continue de nous plaire. C'est un message pour leur dire que les Ivoiriens ont aussi envie d'entendre autre chose. Veulent entendre autre chose. Donc moi, je salue vraiment cette initiative de Assalé. Et comme je le dis, c'est un message que ça amène aux partis politiques. Maintenant, si on veut revenir sur les autres mouvements, j'ai regardé un peu la jeunesse de Mama, la jeunesse du PPACI, pardon, à Mama, avec Mme Nadi Bamba Gbagbo. Voilà. Et personnellement, Et Charles Blé Goudé à Gagnoa. Oui, Charles Blé Goudé, on va y arriver. Personnellement, concernant la jeunesse du PPAC, j'ai apprécié l'initiative. Je regardais, j'ai vu des bouts de vidéos, j'ai vu tout ce qui a été fait. Ça m'a plu. Pour être honnête, les jeunes ont besoin un peu de cette manière de faire. Ça veut dire que c'est vrai qu'on se réunit autour d'un intérêt politique, mais après aussi on montre ce côté humain-là. Cette possibilité d'aller à la rencontre des populations, de partager avec eux, de partager des instants qui sont en dehors de l'ordre politique, mais des instants de partage sur des activités sportives et autres, tout ça. Moi, franchement, j'ai apprécié, j'ai vu l'ambiance dans laquelle ça s'est fait, et je crois que c'est des éléments sur lesquels certains partis politiques devraient pouvoir capitaliser, pas forcément pour avoir des voix, mais pour montrer aux uns aux autres qu'au-delà des engagements et des enjeux politiques, il y a cette possibilité-là quand même de fraterniser sur d'autres aspects qui ne sont pas forcément politiques. Avec Daouda, j'aimerais qu'on regarde aussi le timing. On a donc la Ligue des jeunes du PPACI qui rencontre donc son président à Mama, donc on en fait un événement avec la randonnée qui initie donc son épouse. Et à Gagnoa, pas très loin, on a l'an 2 de l'arrivée en Côte d'Ivoire de Charles Blé Goudé également. Donc Gagnoa qui est l'épicentre de l'activité politique de cette partie de la gauche-là. Et quand on part à Yamoussoukro, on a le lancement donc, de ce mouvement ADC. Daouda, réaction. Déjà, ces 3 événements marquent des moments importants dans le paysage politique ivoirien. C'est la première chose. Et ça reflète la dynamique actuelle en vue de l'élection présidentielle de 2025. On parlait d'Assalé, je vais commencer par Assalé Tiemoko. Voilà, parce que le lancement de ADCI aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire d'Assalé Tiemoko marque l'entrée dans l'arène politique d'une nouvelle formation ou d'un nouveau mouvement politique. Et en tant que député maire de Tiassalé, Assalé Tiemoko s'est construit en fait une réputation de réformateur et surtout de critique très incisif.
du gouvernement. On a vu qu'à plusieurs reprises, il a eu à mettre des réformes en avant que le gouvernement a pris en compte. Et sa démarche peut, je n'ai pas envie de dire séduit, mais peut séduire un électorat aujourd'hui en quête d'une alternative aux grandes figures traditionnelles, notamment comme Henri Konan Bédié, paix à son âme, Alassane Ouattara ou Gbagbo Laurent. Et en choisissant Yamoussoukro, c'est très important de le dire. Qui devient le siège de son mouvement, parti politique, parce que Yamoussoukro, c'est une ville symbolique de l'unité nationale. Et quand il le lance à Yamoussoukro, il affiche en fait une dimension nationale de son parti politique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour revenir sur Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé est le COJEP qui fête la fête de la dignité, qui a été organisée, l'an 2, la fête de la dignité à Gagnois. Pour moi, c'est rien d'autre. C'est une démonstration de force et de mobilisation au niveau de Gagnois. Elle sert à soi la légitimité et qu'on appelle ça de la formation politique de Charles Blé Goudé au niveau national et consolider sa base militante. Ne nous voilons pas la face. La zone de l'Ouest, de Gagnois surtout, c'est une zone que personne ne veut laisser. Donc ne soyez pas surpris de voir que pendant que Charles Blé Goudé y est, à quelques kilomètres de là, le père y soit avec madame pour une randonnée pédestre, avec une rencontre avec les jeunes. Donc pour moi, aujourd'hui, Charles Blé Goudé, en fait, pour le discours que j'ai pu lire, ça et là, et les vidéos que j'ai pu voir. Tôt ou tard, je dirigerai la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de ces petits verbatines, c'est qu'aujourd'hui, Charles Blé Goudé, en fait, il mise sur des thématiques fortes, notamment la réconciliation nationale et l'espoir. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui, aujourd'hui, sont un peu exacerbés par les trois grands, les trois elders. Il y a un qui n'est plus là, donc les deux elders, ils ont envie d'un changement. Pour Laurent Gbagbo, je vois qu'il est prêt à aller au combat. Va-t-il y arriver? Parce que là, moi, je suis un peu... encore inscrit sur la liste je suis un peu embêté parce qu'il n'est pas encore inscrit sur la liste électorale. À plus forte raison qu'il sera choisi comme candidat. Il ne sait pas. Mais dans le discours de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, il y a deux verbatim qui sont revenus, qui m'ont un peu gêné très rapidement. Lequel? C'est que Laurent Gbagbo, quand il parle à la jeunesse, il dit que l'élection sera rude, ce sera compliqué. Donc du coup, il y aura la fraude. Mais techniquement, dans le conscient collectif, on a comme l'impression qu'on est en train de préparer l'esprit des gens à dire qu'il y aura de la fraude, il y aura ceci. Donc du coup... Est-ce que c'est un verbatim apporté? Parce que comme on le sait, techniquement, il n'est pas encore inscrit justement sur la liste électorale pour participer à l'élection. C'est Laurent Gbagbo. Très bien. Au-delà de tout ce que nous allons dire, c'est Laurent Gbagbo. Très bien, il a été ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Donc ses propos, ça compte pour beaucoup. Herman, réaction donc, ces trois événements. Ouais, c'est une course, une sorte de marathon. C'est cela. Bon, moi, je vais commencer par l'événement que moi j'ai suivi, parce que j'étais le week-end à Gagnois, où j'ai pu suivre la rencontre l'an 2 de retour de Charles Blé Goudé et la fête de la dignité et de l'espérance que ce parti politique-là a voulu pour célébrer. Mais il faut noter qu'au-delà de l'aspect de mobilisation et autres, c'était un moment, puisque lorsque ça avait été avorté déjà à Yopougon l'an 1, l'idée c'était de remercier les avocats et tous ceux qui ont aidé à ce qu'il ait une issue heureuse dans le procès qu'il a eu à la CPI. Donc, véritablement, ceux qui étaient à l'honneur de ces festivités-là, du COJEP, c'était ses avocats. Donc, les avocats qui ont travaillé sur son dossier en Côte d'Ivoire, notamment Maître Dadjé et certains autres. Maître Ndri. Ils ont été célébrés. Ceux aussi qui étaient, comment on appelle, à la CPI, Maître Ndri, Maître Bougnon, enfin, bien d'autres, ils ont été célébrés. Donc, je voudrais, et à peu près cela, après la première journée, il y a eu même une rencontre où c'était beaucoup plus privé chez lui à Gbagbo-Bré, dans son campement, où il a reçu tout cela, il les a remplis de cadeaux. Bon, le message, vous savez, Charles Blé Goudé, depuis qu'il est venu, il est dans une démarche, Daouda l'a dit, de réconciliation et paix. Et je ne dis même pas que c'est depuis qu'il est venu. On se souvient, depuis 2007, lorsqu'il faisait ses tournées, il était l'un des opposants, les premiers opposants, à pouvoir faire une tournée dans le nord du pays qui était sous faction des forces nouvelles. Donc il y a ça, donc il est toujours sur cette thématique-là depuis longtemps. Maintenant,
à côté de cela, si on regarde ce qui s'est passé à Mama, c'est la randonnée pédestre. C'est bien, ils l'ont souligné, c'est bien que ça montre une certaine vitalité des différentes jeunesses. Mais en même temps, moi, je me dis que si peut-être, comme pour Charles Blé Goudé, le COGEP, c'était déjà prévu samedi, si cette randonnée était prévue dimanche, peut-être qu'il aurait eu le COGEP, puisque surtout, moi je dis que tous ceux qui étaient anciens lieutenants de Gbagbo, toi, c'est la même grande famille. J'aurais aimé voir à une des cérémonies, des deux cérémonies même, que l'autre groupe vienne soutenir, surtout qu'il n'était pas vraiment loin. Oui, c'est votre souhait. Ouais. Mama et puis Gagnois, c'est pas loin. On aurait pu, randonnée pédestre, le COGEP aurait pu y aller. Et comme maintenant, pour terminer sur Assalé Tsemoko, moi je dis, ça montre une certaine vitalité, une certaine énergie. On voit que les jeunes arrivent. Assalé Tsemoko, c'est un parti jeune. Je veux dire qu'il y a 6 mois, 4 mois. Non, un peu plus. Un mouvement politique. C'est un mouvement politique qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps. Arriver à ce niveau de mobilisation, surtout si vraiment ce sont des militants et des sympathisants, des délégations qui sont venus. Parce que je sais, l'implantation d'un parti, ça ne se fait pas en 6 mois. Et quand on parle d'implantation d'un parti politique, c'est des sections, c'est des bases à travers un territoire, un pays. Donc je me dis, et ça, c'est tellement que son message est tellement bien passé que aussitôt, il a eu cette délégation. Mais dans tous les cas, c'est une mobilisation intéressante. Ça veut dire que, comme certains l'ont dit, son message passe et c'est à saluer pour dire aux aînés qu'il y a les jeunes qui arrivent, enfin, ceux qui sont d'une génération après eux qui arrivent. Barry, on termine avec vous avant de recevoir notre invité. Barry. Écoutez, le week-end politique a été mouvementé. Je voulais plus m'attarder sur le cas de M. Assalé Tsemoko parce que c'est un cas qui me tient un peu à cœur. M. Tsemoko, depuis son élection à la mairie de Tiasalé, s'est quand même démarqué par rapport à d'autres acteurs politiques. Voilà, il a porté des sujets tels que les COGES, les frais avec d'autres compagnies de téléphonie mobile. Il a porté un combat social en fait. Donc il a ancré son mouvement à travers des combats citoyens. Et c'est ce qui fait que, pour moi, il arrive quand même à mobiliser. Maintenant, là, officiellement, il a un mouvement politique. On saura, dans les mois à venir, comment l'équipe va se constituer, quelles méthodes ils vont adapter. S'agissant de Charles Blé Goudé, moi, quand j'entends Yaman dire que le COGEP pourrait il aurait aimé que le COGEP c'est ce qu'on souhaite. Joindre leurs efforts. Dans les faits, il y a une adversité politique entre les deux. Ils ne l'ont pas caché. Ils ne sont pas alliés. Donc, le PPACI est dans son symbole, c'est-à-dire que la région du Go. Charles Blé Goudé, pour moi, hein, c'est mon point, je peux me tromper. Charles Blé Goudé, dans sa démarche politique, il prépare l'après Laurent Gbagbo. Il sait que tôt ou tard, ça va arriver. Il a l'âge pour lui. Donc, déjà, il essaie de construire son ancrage politique dans la région de son père. Il n'invective pas dans sa région aussi. Dans sa région à lui, mais très bien. Historiquement, c'est la région du président Gbagbo, qu'on le veuille ou non. Maintenant, un autre point que je voulais souligner, c'est allons-y, et puis la jeunesse. Parce qu'on a tendance à dire qu'il n'y a pas de jeunes qui s'imposent. Il n'y a pas de jeunes qui s'imposent sur le champ politique ivoirien. Je pense que Charles Blé Goudé, sur le plan politique, il est relativement jeune. Assalé Tsemoko, et même dans les grands partis, il y a quand même certaines figures qui s'illustrent. Très bien. Et on va suivre de très près, en tout cas, toute l'actualité politique et avec l'arrivée de l'ADCI, de ce mouvement-là. C'est clair qu'il y aura encore des choses à dire, à débriefer. Alors, vous êtes tous ADCI. Pardon? Il dit on risque d'être tous ADCI. Vous avouez que vous allez... Peut-être que je serai ADCI. Oui. Très bien. Alors, j'avais dit à l'entame qu'on parlerait du peuple gourand en seconde partie. Non, c'est maintenant. Et nous allons, avec beaucoup de plaisir, recevoir Mme Soupé Lou Touboué Jacqueline, maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny. La thématique avec elle, c'est tout savoir sur les gourous de Côte d'Ivoire. Bonsoir, Madame Soupé-Lou Touboué. Tout savoir sur les gourous de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des gourous ailleurs, hors de Côte d'Ivoire, ou des ressemblances? Je vous remercie, Bonsoir, Madame. déjà. Bonsoir, je vous remercie, Madame Christelle. Plaisir. Je suis très honorée d'être sur ce plateau mythique Et nous aussi. avec vous.
Il n'y a pas véritablement de peuple gourou ailleurs, mais nous disons cela à cause de, ou bien par rapport à nos différentes relations que nous avons avec divers peuples. Voilà. Nos alliances à plaisanterie qui vont jusqu'au Peul, qui s'étendent jusqu'au Peul. Ah bon? Et nous Il y a avons un peu appris. à côté de vous. Et vous avez un peu près de vous. Et nous avons appris aussi qu'il y a un peuple du Burkina qu'on appelle les Bissa, qui ont des caractéristiques comme les gourous, culturelles un peu proches des gourous. Wow. Donc, et puis le pays gourou est très vaste. Quand on dit pays gourou, il y a en même temps les Ouan, les Yowlais, les Ayaou. Nous sommes vraiment sur un territoire... D'accord, vous allez nous aider. Quand on dit les Ouan, c'est une ethnie, ouais. Oui, c'est des très bien. On les ethnies, retrouve où Funaïri, principalement? Les Yowlais, on les retrouve où? On les retrouve tous dans la région de la Marawi. Très bien. Voilà. Alors, est-ce que l'homme gourou ou la femme gourou est reconnaissable déjà physiquement à cette part des traits précis? Et lesquels? C'est possible. Si vous avez vu Erielou Poulette, Oui. si vous me voyez, si vous voyez Luciane Nazou, C'est avec quoi la sa particularité, justement? nous sommes, bon, au niveau caractère, nous sommes un peu plus dynamiques. Elle a parlé de traits physiques. Oui, mais les traits physiques, en général, nous sommes de très belles femmes. Et oui, Je confirme. c'est vrai. Et ça, Très c'est vrai, physique. vous êtes Non, je très belle. confirme. Donc, la question, c'était pour madame. Les voilà. femmes gourous, c'est quelque chose. Non, non, Oh, Herman non, n'est non, pas c'est pas là-bas. là-bas. C'est pas là-bas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on parle d'un sujet sur ce plateau qui est... On ne vous maîtrise pas. J'ai une question quand même bien. Je viens, attendez. D'accord, donc les femmes grosses sont de très belles femmes, Oui. claires de teint, Oui, en général, surtout les femmes de Zenoula, Guitafla, Très bien. elles ont un teint un peu avec plus de très clair. beaux pieds. Oui, celles de Boisflé, de Saint-Fra, nous avons un peu les pieds comme les BT. BT, quoi. Voilà. OK. Non, c'est pas que je le connais. Pour revenir à la question. Oui, allez-y, Herman, question. À l'instar du tam-tam parleur à Tchan, hein, Oui. je sais pas, on a parlé de Djidji Ayekwe, objet qui est sacré, pilier même de ce peuple ébrié là, de leur culture. Ébrié Les gourous, ou ouais, gourous, et les ébriés. Non, Il a parlé du tam-tam. Ok, Le ok. tam-tam parleur à Oui, Tchan. très bien. Les gourous ont-ils également subi des pertes en termes d'éléments d'art ou bien culturels comme ça, qui ont disparu? Absolument, on en a eu surtout les masques, au niveau des masques, parce que nous sommes un peuple à masques. Et vous savez que nous avons, par exemple, celui qui passe là, c'est un masque, on ne sait plus s'il faut dire masque, qui nous appartient également. Et on appelle chez nous le saplo. Ok. Et on a un autre, le zaouli. Oui, le zaouli, Et bien voilà, sûr. on a aussi des masques, surtout qui représentent la femme, la famille. Et on a aussi un peuple très ancré dans tout ce qu'il y a d'animal. Tout ce que les femmes ne touchent pas, je ne dois pas rentrer là-dedans. Bien sûr. Mais ça fait que nous avons une représentation de l'homme gourou par les masques qui sont effectivement allés à l'étranger, mais pas de la dimension de... Voilà. De certains. Très bien. Voilà, pour Barry qu'on dise qu'on les recherche, non. Barry, question. D'accord, professeur. Moi, je m'intéresse plus à la langue. Est-ce qu'aujourd'hui, la langue gourou est valorisée à travers une écriture? Si oui, quel type d'écriture? Est-ce qu'elle est à caractère romain ou latine plutôt? Ou bien vous avez votre propre alphabet, par exemple? Oui, il y a même des bibles en gourou. Ok. Mais on suit comme tout le monde. Hein, On peut c'est pas l'apprendre, propre à en fait. nous. On peut l'apprendre. Voilà, c'est en fonction de l'alphabet français et de tout ça. Voilà. Sinon, on n'a pas une écriture propre à nous. Mais notre écriture propre à nous se retrouve dans les symboles des pagnes Ok. et dans les symboles de beaucoup de choses. Là, Ce que vous avez porté, c'est un pagne gourou? Ça, c'est le kamandier. Le kamandier. Le kamandier, oui. Voilà, qui est un Très pagne cher, assez célèbre qui se tisse que dans une petite partie du département de Saint-Fra et dont je suis très fière parce que je suis originaire de Bazré et surtout de la sous-préfecture de Bazré. Très Et bien. c'est là seulement qu'on fait ce pagne. Donc nos symboles, nos écritures, la façon d'être sont représentés souvent dans ces symboles-là. Très bien. Daouda, question. Moi, j'ai envie de dire mon esclave, parce que moi, je viens de dîner. Voilà. On dirait que j'en ai beaucoup ici. Hein. Oui, vous en avez Mais beaucoup. Moi, je suis, Il y a un Yacouba qui est il y a juste à côté de Yacouba, moi. il y a un peu juste à côté. Je ne sais pas D'accord. si je vais m'en Donc, sortir. concrètement, parce que en pays gourou, généralement, on a comme l'impression que c'est la femme qui fait pratiquement tout. Parce que pour ce que il m'a été donné de voir, généralement, je ne dis pas que les hommes gourous sont paresseux,
Mais les femmes gourous sont, Elles sont battantes. sont très battantes. Oui, absolument. Et elles font notre fierté. C'est par elles et par les Zaoulis que nous sommes reconnus au niveau national et au niveau international. Effectivement, on donne ce sentiment parce que nous sommes très fortes et très dynamiques. Vraiment, on a nos mamans, Nantilou Rosalie, Boutilou et dernièrement Irielou qui nous a quittés, qui sont l'incarnation de ce dynamisme féminin du pays gourou. Mais ça ne veut pas dire que nos hommes ne sont pas des travailleurs. Ils sont aussi dynamiques. En général, ils sont... quand on dit, chez nous, quand on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme, je pense qu'au pays gourou... Aujourd'hui, on dit à côté. Oui, mais là, vraiment, à côté de la femme gourou, il y a un grand homme. Très bien. Voilà. On termine avec Élisée Volube. Oui, je vois que vous organisez un colloque international pluridisciplinaire sur les gourous de Côte d'Ivoire. Oui. Qu'est-ce qui justifie l'organisation d'un tel colloque? Surtout que nous sommes aujourd'hui engagés dans une dynamique de créer une nation. Est-ce que vouloir faire un colloque sur un groupe ethnique particulier ne va pas à l'encontre un peu de cet idéal-là? Il y en a 10 minutes pour terminer. Vraiment, je suis très heureuse d'entendre ça. Ce n'est vraiment pas le fait de se replier, ce n'est pas la recherche d'une identité spécifique, mais on a remarqué que dans ce monde d'aujourd'hui, de plus en plus, tout le monde veut valoriser sa culture. Voilà, on l'a dit, hein, les grands hommes, nos grands penseurs l'ont dit, pour aller à la rencontre de l'universel, il faut aller avec la part de soi. C'est clair. Et donc, les gourous viennent avec ce que nous avons de plus beau, ce que nous avons de plus valeureux. Et ce colloque est l'expression de ce que nous voulons présenter au monde. Nous avons les Zaoulis, nous avons les femmes dynamiques, nous avons toutes les richesses minières et forestières de la Maraoué, nous avons quoi encore, le pagne, nous avons de grands masques et ces différents éléments significatifs qui identifient le peuple gourou méritent quand même qu'on les porte à la tribune scientifique dans le cadre d'un colloque international. Alors ce colloque, on rappelle donc les dates pour terminer, on donne les dates 26, et le lieu. 26, 27 et 28 novembre, ça veut dire que ça commence demain. Déjà à l'université Félix Houphouët-Boigny. À partir de 8h30. 8h30. Oui. Merci d'être venue. Merci. Je rappelle que vous êtes madame, je retrouve votre nom rapidement. Alors, Soupelou, madame, voilà, madame Sou. Et quand on voit Lou, on sait que c'est gourou forcément. Oui, Soupelou Touboué. Voilà. Jacqueline. Il y a une assonance en ou, non? C'est un joli nom. C'est un très beau nom. Vous êtes maître de conférence à l'université et très bons travaux à vous. C'est une initiative très louable. Merci. Que tous les peuples fassent parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, on a tendance à oublier un peu nos langues et voilà, nos us et coutumes. C'est une des raisons. En tout cas, merci. Merci d'être venu et déjà bravo. Merci. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nos amis sont toujours là, Daouda, Élisée, Barry, Herman. Et nous a rejoint donc en plateau Sa Majesté Agnès Crédit. Bonsoir, Majesté. Merci d'être là. Bonsoir, Christelle. C'est toujours un plaisir pour moi d'être dans ce monde bleu, dans cet écrin bleu. Exactement. Bonsoir à vous. Auteur, journaliste. Et si octobre a été rose, novembre est bleu, simplement parce que c'est le moment où on s'interroge, où on réfléchit, où on stratégise justement sur le cancer de la prostate. Si on en parlait avec vous, nous avons 100 questions-réponses. Si le cancer du sein, on a une idée, pour certains, ils ne maîtrisent pas véritablement ce que c'est que le cancer de la prostate. Que peut-on dire du moins? C'est parce qu'on ne maîtrise pas que j'ai lancé donc cette collection à Vongoa, avec une jeune maison d'édition, les éditions Bomo, pour justement questionner ce qu'ils maîtrisent, les médecins, notamment ici, dans ce cas précis, les cancérologues. Donc avec Dr Hassan Sangaré, nous avons donc parcouru, moi, journaliste, questionnant, et lui, médecin, sachant, répondant aux questions essentielles, questionnant cette pathologie. Aujourd'hui, le problème de fond, c'est qu'en Côte d'Ivoire, le cancer de la prostate est devenu le premier de tous les cancers. Justement parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'en parle pas, bien sûr. parce que les hommes n'en parlent pas, parce que ça touche à leur intimité et qu'on a fait croire aux hommes qu'ils sont tellement forts que même la maladie qui est présente dans leur corps, ils doivent pouvoir ne pas en parler, donc ils n'en parlent pas. Au stade des courses,
les femmes, de plus en plus, ont fini par avoir une relation décomplexées, dédramatisée, bien sûr. décomplexée avec le cancer du sein. Et octobre est totalement rose dans notre pays. Novembre est bleu, mais il est discrètement bleu. Heureusement que ici à Life, vous savez célébrer ce bleu de la vie, ce bleu marin, qui justement nous rappelle que la vie est magnifique et peut-être aussi bleue, que le ciel est bleu. Donc, premier des cancers mortels, avec un peu plus de 4041 nouveaux cas chaque année depuis donc 2022 en Côte d'Ivoire. Résultat des courses, on perd des hommes. De plus en plus dans la fleur de l'âge, on les a malades de plus en plus tôt, précocement, parce que justement, on n'est pas dans la prévention, on n'est pas dans le dépistage, on n'est donc pas dans la prise en charge précoce. La question pour moi, c'est comment est-ce que justement le monde médical et aussi les lanceurs d'alerte que vous êtes allés justement arriver à faire déstabiliser cette pesanteur traditionnelle que les hommes portent et se taisent. L'idée, je me dis, c'est pas l'information qu'on va avec le cancer de l'ignorance, qui est le premier des cancers en réalité. Celui qui tue le plus, donc l'information, la diffusion d'informations, la sensibilisation et justement dédramatiser pour que les hommes comprennent qu'en fait, le cancer de la prostate, quand on entend les médecins, c'est quelque chose de presque, je dirais, naturel. Dû à quoi? Vieillissement de l'homme, qui forcément, en vieillissant, va se retrouver avec une prostate qui elle aussi va vieillir et prend donc du volume. Et si elle n'est pas surveillée régulièrement, va peut-être rentrer dans des complications en matière de santé. Très bien. Les médecins nous disent aussi que la race, être de race noire, prédispose précocement au cancer de la prostate et donc forcément à une approche plus agressive, puisque plus que c'est tôt, forcément, il y a une forme d'agressivité qui va donc faire traîner les choses et aboutir à cela. Donc, il y a des éléments qu'il faut peut-être connaître. Et c'est tout l'enjeu donc, de ces rencontres que j'ai depuis quelques années avec des médecins, des cancérologues, qui trouvent le temps de répondre à des questions essentielles sur les facteurs, les causes, les manifestations, les modes de prise en charge, les modes de prévention et les modes de guérison. Herman? Il y a des questions qui reviennent sur, lorsqu'on parle de la prostate, du cancer de la prostate. Et Dieu merci, j'ai retrouvé ces questions-là dans le livre Le cancer de la prostate que vous avez bien voulu et coécrit avec Dr Hassan Sangaré. C'est les questions 23 et 24. Des éjaculations fréquentes permettent-elles de réduire le risque d'avoir un cancer de prostate? Et la suite, c'est en dehors de l'activité, de l'inactivité sexuelle, est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque? Le vieillissement, naturellement. En vieillissant, comme je l'ai dit tantôt, la prostate va prendre du volume et donc être une espèce en conflit dans son positionnement avec la vessie, donc comprimer la vessie. En ayant une surveillance annuelle régulière, l'homme va pouvoir justement apprécier le niveau de grosseur de la prostate et donc faire en sorte que dans une surveillance médicale, dans une vie un peu plus adaptée par rapport à l'alimentation, par rapport à la prise en charge médicale, justement pouvoir tenir longtemps et finir donc par s'en sortir. Parce qu'on vous le dit, hein, quand on parle du vieillissement, il y a une étude américaine dont parle le Dr Hassan Sangaré qui démontre qu'un médecin a fait donc une analyse sur les corps de dizaines d'hommes morts, tous après 100 ans. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils avaient tous ce cancer de la prostate, mais ils sont tous morts d'autre chose. Ça veut dire qu'en fait, on peut avoir un cancer de la prostate sans mourir. Sans mourir, parce que justement, on est dans la surveillance régulière et qu'on fait en sorte qu'on n'ait pas justement à laisser un cancer se développer de manière précoce, de manière virale, parce qu'on n'aura pas été vigilant dans la prise en charge de son propre corps. Alors, il faut répondre, Herman, à la question. Les médecins disent quoi? Les éjaculations fréquentes permettaient de réduire le risque. Le docteur Hassan Sangaré, je ne suis pas médecin, nous assure que pour un homme, l'idéal serait pas moins de 21 éjaculations par mois. Pas moins de 21 éjaculations par mois. Justement, l'idée derrière cela, je vois Daouda, tout d'un coup, a une alerte plus intéressée par rapport au sujet. Il était encore dans son idée, il était encore dans ses évacuations et donc dans les déguerpissements. Je l'entends bien, je comprends, il est dans les sujets politiques. Ça a de l'intérêt, mais pour faire de la politique, il faut être en bonne santé. Si. Pour lutter contre le déguerpissement, il faut être en bonne santé. Donc l'idée, non, c'est tout d'un coup, j'entends, je vois l'intérêt que tu as, subitement, parce qu'on parle d'éjaculation. Oui, mais ça, encore, il faut être en bonne santé pour pouvoir y arriver. Oui, mais là, on comprend donc qu'il faut 21 éjaculations pour un... Pas moins. L'idée, c'est qu'en fait, le médecin vous dit qu'en fait, il faut vider justement régulièrement pour justement réduire le risque. Parce qu'il y a, il le dit dans le livre, il y a donc des éléments qui sont des éléments qui peuvent être des facteurs de risque dans le sperme. Il faut donc pouvoir l'évacuer pour pouvoir justement assurer un écoulement. Ne pas conserver, naturel, en fait. Ne pas conserver. Très bien. Voilà. Mais elle a bien raison, Christelle. Ne pas conserver, c'est qu'il n'est pas conservé. C'est bien cela.
Très bien. Alors, la question 24, c'est en dehors, comme Herman l'a dit. Elle a répondu tout à fait. Il y a plusieurs en dehors donc, et donc, de l'inactivité sexuelle. En termes de prévention et l'alimentation. Oui. Donc, docteur Hassan nous dit un homme doit pouvoir manger une fois par jour une grosse tomate bouillie. Une grosse tomate bouillie une fois par jour. Une fois par jour. Pas frais. Non, bouillie. Il préconise. Des carottes. Et on le dit pourquoi? Une étude a démontré que dans la zone de l'Italie, où les gens consomment beaucoup de tomates, il a été démontré que là-bas, il y a de moins en moins d'hommes exposés donc, au cancer de la prostate. Donc, ils ont fait le lien entre tomates et le cancer de la prostate. C'est comme manger beaucoup de carottes, boire... Ça va monter les prix là, sur le marché. Et du thé vert aussi. Et c'est important. Et puis, activité physique, et puis moins de viande rouge, et puis pas d'alcool, et puis pas de tabac. Donc, il y a plein d'autres éléments qui rentrent à prendre en compte. Mais de manière spécifique, voilà donc ce dont on parle dans ce livre. Barry, question. Majesté, je veux parler des PSA. C'est quoi un PSA? C'est le taux de prostatine, le taux de prostatine qu'on vérifie dans le corps. En fait, ce n'est pas une prise de sang. Et on a deux moyens de faire de la prévention dans le cancer de la prostate. Il y a le toucher rectal. C'est-à-dire que l'homme doit pouvoir se faire... Voilà, le médecin va mettre donc son doigt pour justement toucher la prostate et s'assurer que la texture n'a pas changé. Parce que par le toucher, on sent si la texture devient rugueuse ou non, si la prostate a grossi ou non. Et puis le PSA, c'est une prise de sang qui permet justement de savoir si le taux n'a pas augmenté et que donc s'il n'y a pas donc, un risque par rapport à la prostate de l'humain. Et puis à l'IRM, ça après, ce sont des éléments qui permettent justement de mieux voir... pour mieux apprécier donc la alors justement, Majesté, pour le cancer du sein, on a appris aux femmes à se palper et donc à détecter justement la boule ou pas sous les selles dans le sein. Est-ce qu'au niveau des hommes, il y a cette communication également? Ce n'est pas possible parce qu'en fait, tel que la prostate est située en dessous de la vessie, on aura du mal à s'auto-palper ou à s'auto-toucher. Et on aura du mal à demander à sa partenaire de toucher parce qu'elle n'a pas le doigté pour apprécier la texture d'une prostate qui est en bonne santé ou pas en bonne santé. Donc la personne qui peut le faire, c'est l'urologue ou c'est le cancérologue. Donc il faut aller voir les médecins et éviter de croire qu'on n'a pas à se faire toucher par des sachants qui sont formés pour prendre soin des organes que sont cet organe important. En tout cas, toucher médicalement. Toucher médicalement, pas autrement. Il n'y a pas à avoir des idées autres que cela. Bien sûr. Élisée, justement, la parole est à vous. OK. Moi, je note, est-ce que Sa Majesté a dit, c'est le plus fort, je veux dire, le cancer aujourd'hui le plus virulent et celui-là qui est le plus répandu, avec près de 4000 cas chaque année. Moi, je vais juste demander au professeur, parce que j'ai lu et j'ai vu l'intervention du ministre de la Santé qui a dit que désormais, le cancer de la prostate se guérit en Côte d'Ivoire. Mais tous les cancers se guérissent, mais il faut qu'ils soient détectés tôt. C'est cela. C'est ça le gros enjeu. Tous les cancers se guérissent. Tous les cancers se guérissent dans notre pays. On a tout le dispositif sanitaire pour la prise en charge des cancers. Mais si on arrive tardivement, alors qu'on a traîné son cancer pendant 10 ans, il est évident que le médecin ne pourra pas faire des miracles. Il ne pourra que vous accompagner dans un processus, non pas de guérison, mais de rendre la chose supportable. Mais Sa Majesté, quand vous dites tôt, c'est à partir de quel âge environ? Écoutez, selon les règles, on vous dit à partir de 45 ans, il faut que l'homme aille une fois par an faire apprécier sa PSA ou faire un toucher rectal. Mais en même temps aussi, aujourd'hui, les normes vous disent qu'en fait, pour certaines situations, dans les cas des pays de peuple noir, il faut le faire un peu plus tôt, à 40 ans, parce qu'il y a une précocité de la présence de ce cancer donc, par rapport aux études qui sont donc faites. Donc, mais au moins, à partir de 45 ans, une fois par an, allez voir son neurologue, aller voir un cancérologue pour se faire dépister. Et là, on a l'assurance qu'on peut, s'il y a quelque chose qui ne va pas, être pris en charge précocement et donc avoir l'assurance de pouvoir donc guérir. Merci. Très bien. Daouda, question? Chère grande sœur, en fait, au début, quand vous avez commencé, généralement, on voit qu'octobre est très rouge. Il y a une grosse communication autour. Est-ce de la faute des hommes? Parce qu'à vous entendre, on a comme l'impression que les hommes se cachent un peu derrière leur virilité. Donc, concrètement, pour vous qui êtes dans la lutte contre le cancer des femmes, dans un premier temps, mais pour les hommes, je pense que vous êtes rentrés dedans, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'aujourd'hui, les hommes aujourd'hui se décomplexent? Il faut sensibiliser, il faut en parler. La prostate est un organe masculin qui est soumis à une certaine situation par rapport à l'âge, par rapport donc au temps. Il faut donc pouvoir le surveiller. C'est comme celui qui va aller voir son médecin pour faire son cardiologue, pour voir si son cœur va bien. C'est le même principe qu'il faut pouvoir avoir, développer ce réflexe de faire en sorte qu'on ait chaque fois,
quand cela est indispensable, une fois par an, voir son médecin, voir son neurologue. La femme va voir son gynécologue, l'homme a son neurologue. Bien sûr. Pourquoi ne pas le faire? La question qu'on se pose, le docteur Hassan me dit, en 25 ans de pratique médicale, il n'a reçu que la visite de 4 hommes qui sont venus se faire dépister. En 25 ans. En 25 ans. Oh mon Dieu, vous le dites, Christelle. Bien, Mais alors, c'est terrible. ça, c'est pas de la faute aux femmes non Bien plus. sûr. Si tout d'un coup, il y a un silence sur Novembre Bleu, alors que Novembre Bleu, on veut bien pouvoir le célébrer avec vous, on veut pouvoir le commémorer, mais il faut bien qu'il y ait un engagement de ceux qui sont les premiers concernés, c'est-à-dire les hommes, comme les femmes sont les premières concernées quand on parle du cancer du sein, elles sont devant, elles vont voir les médecins, elles vont se faire dépister, elles se regroupent, ce que les hommes ne font pas jusque-là. D'où l'idée de ce livre entretien qui questionne en disant, au moins dans cette approche à la fois didactique et pédagogique, qui simplifie la compréhension des pathologies, on va se dire, j'ai les questions, j'ai les réponses, et à partir des réponses que j'ai, je saurai comment me comporter, comment donc réagir et vers où me conduire. C'est l'enjeu de la communication. Et c'est là où les médias ont un rôle, encore une fois, crucial à jouer. En parler et ne pas s'arrêter qu'en novembre, parce qu'après novembre, il y a encore 11 autres mois pour parler donc, de cancer de la prostate, comme après octobre, il y a encore 11 autres mois pour parler du cancer donc, du sein. C'est vraiment une communication à faire pour décomplexer les hommes à aller vers les urologues. Totalement. Herman? Agnès Crédit, on vous a déjà lu sous dosant, mais on voit que sur la question du cancer, vous êtes assez prolixe. D'où vient cette motivation à prendre à bras le corps la question du cancer pour pouvoir faire comprendre cela aux populations? Une expérience personnelle qui me fait comprendre que en fait, c'est parce que j'étais dans l'ignorance que j'ai peut-être été victime d'un cancer du sein, ou alors c'est parce que j'ai eu l'information assez tôt que j'ai pu en guérir. Donc je me retrouve dans une situation où on se dit, si j'utilise l'outil premier qui est l'information et que je mets l'information à la disposition d'un plus grand public, on fera en sorte qu'on réduirait donc les risques d'avoir des cancers qui nous tuent. Parce que le cancer, on en guérit. Ici en Côte d'Ivoire, on le soigne, on le prend en charge. Et pour cela, je veux pouvoir remercier tous ces cancérologues qui ont accepté donc de parcourir ce cheminement de compréhension des choses avec moi. On a donc le professeur Oro Apollinaire pour le cas du cancer et les autres maladies du sein, parce qu'il n'y a pas que le cancer du sein qui touche le sein, il y a les autres maladies du sein, il y a la tuberculose du sein par exemple, ça je le découvre avec le professeur Oro Apollinaire. Je vais pouvoir remercier le docteur Komoué, c'est Jean-Claude avec qui je fais donc le livre sur le cancer du col de l'utérus, qui est un cancer qui a tué pendant longtemps, mais dont, à force d'en parler, finit donc par tuer le moins possible, parce que justement, on sait détecter les signes, on sait faire en sorte qu'on puisse l'éviter, on sait pouvoir faire en sorte qu'on puisse donc le guérir, parce qu'on le prend en charge tôt. Donc, tous ces cancérologues qui ne sont pas nombreux dans notre pays, qui justement s'inscrivent dans une démarche de sensibilisation, parce qu'ils n'auront pas le temps de parler à tous les malades qui auront besoin de rencontrer de manière plus durable, ni encore moins de faire de la sensibilisation. Donc, cette démarche, à la fois de dialogue entre un cancérologue et une journaliste, permet justement de répondre aux questions qu'on peut se poser, aux questions qu'on se pose, et donc d'apporter des réponses à des sujets qui sont cruciaux, parce que justement touchent à notre santé. Barry? Question 45, Majesté. Les autres organes génitaux de l'homme sont-ils eux aussi victimes de cancer? Et alors, quelle est la réponse, docteur? 45. Je rappelle que les organes génitaux masculins sont les testicules, la prostate et le pénis. Les testicules, on sait qu'ils sont deux, sont situés de part et d'autre de la prostate. Ce sont eux qui interviennent dans l'érection et non dans la prostate. La prostate est un organe génital qui est interne, qu'on ne voit pas, contrairement aux testicules, aux pénis, qui sont externes. Tous les organes peuvent avoir un cancer, sauf les ongles et les cheveux. Mais les cancers les plus fréquents sont dans certains organes que dans d'autres, sans qu'on puisse, à ce stade des connaissances, expliquer pourquoi. Les cancers de la prostate sont plus fréquents chez l'homme que les cancers d'autres organes. Donc on pourrait voir le cancer du pénis, par exemple, qui existe. Oui, les autres organes masculins ont un cancer, oui. Oui, Élisée, et puis ensuite Daouda. OK. Pendant qu'on est en train de parler de cette émission, on reçoit beaucoup de messages. Les gens sont très intéressés par le livre. Je pense que les hommes se sont réveillés et pour les 5 jours qui restent pour fin de novembre, ils veulent vraiment aller se faire dépister. Ils veulent avoir aussi beaucoup d'informations. Où est-ce qu'on peut se procurer ce livre-là pour que les uns et les autres vraiment puissent avoir les informations qu'il faut et éventuellement éviter de mourir d'un cancer de la prostate? D'ignorance. Alors, il est déjà en vente, oui. Il est déjà en vente dans les librairies. Je pourrais dire librairie sans faire de publicité. En librairie, on peut le trouver. Ou alors me joindre la maison d'édition, les éditions Bomo, au 01 41 10 13 13. 01 41 10 13 13. Et je précise que les éditions Bomo ont été créées par une étudiante qui a un master éthique, qui a donc dédié cette maison d'édition à sa grand-mère, qui ne sait pas lire et écrire, qui s'appelle donc Bomo. Et donc dans cette collection à Vongwa, qui veut dire tortue à Nabouré, en espérant que par l'information, nous vivrons aussi longtemps qu'une tortue ou que la tortue.
Et c'est important de savoir qu'en fait, le cancer, on peut le vaincre par l'information. C'est clair. On peut le vaincre par la prise en charge de sa santé, de son corps. On peut le vaincre en réussissant à vaincre d'abord le cancer de l'ignorance. Daouda, question. Je vois que vous avez, c'est une grosse interview que vous avez fait avec un médecin. Donc techniquement, combien de temps ça prend en fait de faire ce genre d'interview? Quand on regarde vous-même votre calendrier que nous on connaît plus ou moins et l'agenda du médecin qui doit faire des consultations, comment vous vous êtes organisé dans tout ça? On est entre plusieurs va-et-vient. On s'accorde d'abord sur la structuration donc, du contenu du livre en ayant donc des axes essentiels, les causes, les facteurs, les modes de dépistage, les modes de prise en charge et les manifestations. Donc déjà, on a des axes qui sont, assez, qui sont les mêmes, qui permettent d'aborder les questions essentielles. Et puis, donc, on enregistre les questions. L'idée, c'est qu'en fait, j'aime bien la dynamique du partage et de l'échange. Je ne donne pas des questions écrites à un médecin qui va s'asseoir dans son bureau pour y répondre. On reste à une dynamique d'entretien. Ça permet donc d'avoir des relances, parce que le médecin, quand il parle, il a l'impression que tout le monde le comprend. J'essaie d'être à la place de la personne qui ne comprend pas forcément ce que le médecin dit. Donc, questionner, simplifier les réponses, revenir, repartir, après faire corriger pour que les réponses soient conformes à ce qu'il a dit ou à ce qu'il a voulu vraiment dire. Et puis après, on passe donc à la phase de correction à un autre niveau. Et puis là, nous sommes dans un timing de 4 à 6 mois selon le temps du médecin. Et j'avoue qu'ils ont pris du temps pour m'accorder du temps. Et pour ça, je leur dis encore merci. Parce qu'ils sont très impliqués dans la question cruciale de la sensibilisation. Parce que plus les gens sont sensibilisés, et plus on aura des malades qui arriveraient donc le plus tôt possible. Justement, pour la sensibilisation, je regarde avec vous la question 53. Et je pense que c'est ça qui est le nœud du problème, à mon sens. Comment faire accepter le toucher rectal aux hommes, justement, pour qu'ils arrivent? Et déjà, il faut... parce que lorsqu'ils arrivent, tel expliqué par le médecin, il faut qu'ils retirent ses vêtements, le patient... Mais il faut bien qu'il retire ses vêtements. C'est ce que les femmes font devant le gynécologue ou la gynécologue. C'est ce qu'on fait devant le gynécologue ou la gynécologue. C'est entre la pudeur et la vie, on choisit quoi? C'est cela. La vie. Eh bien voilà, dans ces conditions, la pudeur n'a pas d'intérêt dans ce cas-là. Voilà, donc retirer ses vêtements, ça dure. Le médecin, il vous dit ça ne dure même pas. Il dit ça dure à peine 3 minutes. Mais en plus, même, Majesté, je ne vous contredis pas, mais c'est de la pudeur, parce que vous êtes juste entre 4 000, vous et le médecin. Mais bien sûr. C'est pas une exposition publique. En plus, voilà, donc moi, je pense que là, il n'y a pas de problème de pudeur, en fait. Voilà, c'est votre vie qui est en jeu. Vous acceptez de vous laisser toucher, ou alors vous repartez, mais en ne sachant pas dans quel état vous êtes. Donc demain, j'irai me faire toucher. Vous n'avez pas 45 ans, j'espère. Non. Vous avez 40 ans? Vous allez vous faire... Vous avez encore le temps. Vous avez encore un peu de temps, mais c'est de garder cette vigilance et surtout d'être vous qui êtes là, des relais d'information pour vos proches, pour vos communautés, de manière à ce que, de manière plus large, on puisse créer ce cercle de solidarité pour justement lutter contre ces cancers qu'on peut éviter, dont on peut guérir, parce qu'on aurait donc pris en charge donc, ces maladies. Et j'aime bien la phrase du médecin, je préfère être touché pour connaître l'état de ma prostate plutôt que de me réveiller un jour à la plage 51 avec une rétention aiguë d'urine. Parce que les signes manifestent... pas forcément d'une prostate, mais déjà quand un homme, et le docteur le dit, quand un homme se réveille la nuit plus de 2 fois pour uriner, il doit pouvoir s'inquiéter. Ça ne veut pas dire qu'il a un cancer de la prostate, ça veut dire qu'il doit pouvoir s'inquiéter. Commencer à s'inquiéter. Commencer à s'inquiéter parce que le principe pour un homme qui n'a pas bu de café ou de thé ou de boisson ou de l'eau avant de se coucher, le principe c'est qu'il va se réveiller 2 fois, tout au plus 2 fois. Mais au-delà de 2 fois, il doit pouvoir s'inquiéter. Et le médecin nous dit, malheureusement, les hommes ne s'en inquiètent pas outre mesure. Et chaque fois qu'il a reçu des patients, ce sont leurs épouses qui lui ont dit « j'ai remarqué que… Mais lui-même, il ne remarque rien du tout. Il ne remarque rien. Il remarque quand ça devient difficile, quand ça tarde trop, qu'à un moment donné, il est dans une rétention aiguë de l'urine et qu'il n'arrive pas à propulser. Et là, ça devient inquiétant. Ou alors, à un moment donné, dans la manifestation, il n'arrive pas à uriner. Le jet tombe à ses pieds parce qu'il n'a même plus de puissance pour pousser et qu'en plus, il arrive qu'il y ait du sang dans l'urine ou des cailloux qui bougent. Là, on est dans une situation grave. Donc, il faut éviter d'en arriver là. Il faut éviter d'en arriver là. Surtout qu'on sait que ça peut être inévitable, mais au moins déjà être dans la prévention pour être sûr qu'en fait, on prend toutes les dispositions pour éviter de souffrir inutilement parce qu'on aurait su faire les choses comme il faut. Alors, l'intérêt, c'est d'avoir déjà, pour vous qui nous regardez, ce livre. Sans question, répondre, il y a tout dedans. Voilà, comme Herman l'a dit, c'est l'interview, la rencontre entre la journaliste et le médecin, transposé par écrit. Et je pense que vous, qui êtes un homme, vous avez besoin d'avoir ça. Et même les femmes, achetez cela pour vos époux, qui lisent dans le secret le plus total, mais qu'ils aillent se faire
dépister, voilà, pour ce toucher rectal-là C'est qui 3 minutes. pourrait... Voilà, Herman, bon, c'est que c'est 3 minutes, on sait, il ne faut pas exagérer. 3 minutes pour vous sauver la vie. Tout à fait. Alors, un dernier mot, Majesté, justement, notre temps imparti commence à arriver à son terme. Un dernier mot sur cette... L'enjeu de ces livres constitue ce qui va rester après Novembre bleu, C'est cela. après Octobre rose, après Septembre en or. Faire en sorte que cette information soit disponible, accessible, parce que des niveaux de langue compréhensible, non du tout médical, parce qu'on a voulu justement que les médecins puissent s'exprimer de manière simple, de manière proche, de manière accessible. Et c'est cela l'intérêt. Vous avez ici, dans ces livres, autant pour le cancer du sein, autant pour le cancer du col de l'utérus, toutes les questions qu'on peut se poser et toutes les réponses que donnent des médecins. Et justement, comment avoir les bons gestes, comment adopter les bonnes attitudes, comment avoir les bonnes habitudes. Il s'agit pour nous de faire en sorte que les réflexes acquis justement pendant Novembre bleu deviennent des habitudes de vie. Très bien. C'est important. Merci infiniment, Majesté. Alors, avant de terminer cette émission, juste vous donner lecture du communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. À la suite de la découverte, le 10 novembre 2024, de déchets médicaux déversés à l'ancienne décharge d'Akwedo Village, 3 personnes, à savoir les nommés Ozuku Gras Arnaud, administrateur du laboratoire central du plateau, Kwame Kofi Jean-Claude, coursier et technicien au centre d'anatomopathologie d'Abidjan à Treichville, et Cassie Modeste, maçon, ont été déférés au parquet près le tribunal de première instance d'Abidjan ce jour, lundi 25 novembre 2024. Une information judiciaire a été ouverte à leur encontre avec mandat de dépôt pour mise en danger d'autrui et abandon de déchets sanitaires à risque infectieux en dehors des espaces aménagés à cet effet. Ces faits sont prévus et punis par l'article 393 du Code pénal et l'article 126 de la loi 2023-899 du 23 novembre 2023 portant Code de l'hygiène et de la salubrité. L'information judiciaire ouverte permettra de déterminer les circonstances du déversement de ces déchets médicaux en ce lieu. Par ailleurs, le nommé Koulibaly Yaya, auteur de la publication sur les réseaux concernant ces faits et annonçant la découverte de 20, voire de 200 bébés morts à l'ancienne décharge d'Akwedo Village, a été interpellé, jugé et condamné ce jour à 6 mois en prison ferme et à 500 000 francs d'amende pour diffusion de fausses nouvelles. Fait à Abidjan le 25 novembre, signé du procureur de la République, Koné Brahma-Oumar, magistrat hors hiérarchie. C'est donc sous la lecture de ce communiqué que nous mettons fin à notre temps d'antenne. On se retrouve demain. Herman, Barry, Élisée, Sa Majesté, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous aurez donc cette émission en replay sur les réseaux et en rediffusion demain. Alors, matin. La rediffusion, rappelez-moi l'heure. 10h, voilà.